Unit. Ah oui, le fauteuil. Cialytique. Roulette. Roulette! Cette petite vrille électrique qui fait... Sauf votre respect. Parfaitement. Professeur, de nos jours, une roulette est nucléaire. Électrique, tout comme ça. Unit, d'ailleurs. Électrique. Donc nucléaire. Ah ouais? Électrique! Nucléaire. Ah. C'était pas si méchant que ça, finalement, cette petite roulette électrique. J'ai pas bien saisi, nucléaire, pas électrique. Aujourd'hui, 75% de l'électricité est nucléaire. En 10 ans, le volume des déchets nucléaires a été divisé par 3 et représente 1% de l'ensemble des déchets industriels toxiques. Aujourd'hui, l'électricité nucléaire assure notre avenir énergétique. EDF, nous vous devons plus. Mais les isotopes peuvent être soit fabriqués intentionnellement, soit être résultés de ces déchets radioactifs qui posent actuellement des problèmes de disparition. On ne sait pas trop quoi en faire dans le monde. C'est exact. C'est exact. Ce problème existe. C'est d'ailleurs le problème très important parce que il faut trouver le moyen de disposer pour le moment des déchets qu'on a. On en trouvera bien parce que les problèmes d'ingénieurs ne sont pas des problèmes insolubles. La politique de la France, Jean-Jacques Bourdin, en matière d'énergie, elle est claire, elle est cohérente, elle est solide. C'est la complémentarité entre les énergies renouvelables que nous voulons massivement développer et le nucléaire dont nous continuerons d'avoir durablement besoin. C'est une filière industrielle, oui, qui a un avenir, effectivement. C'est hautement radioactif, hein. Il ne faut surtout pas se promener à côté. De toute façon, normalement, on ne doit pas être à côté. Et cela le reste pour des centaines de milliers d'années. Et chaque année, nos centrales nucléaires en produisent 700. Dans une interview au magazine L'Usine Nouvelle, la ministre de l'écologie explique que la France va devoir construire de nouvelles centrales nucléaires. Il faut programmer la construction d'une nouvelle génération de réacteurs qui prendront la place des anciennes centrales lorsque celles-ci ne pourront plus être rénovées. Le stockage géologique est la solution scientifiquement et technologiquement aujourd'hui la plus sûre. Ensuite, je pense que quelles que soient les positions des uns et des autres sur l'avenir de l'énergie nucléaire, les déchets existent d'ores et déjà. Et donc c'est un problème que nous ne pouvons pas laisser aux générations futures et que nous devons traiter. Et le nucléaire dont nous continuerons d'avoir durablement besoin. Et donc c'est un problème que nous ne pouvons pas laisser aux générations futures et que nous devons traiter. Et le nucléaire dont nous continuerons d'avoir... Les déchets sont le problème insoluble de l'industrie nucléaire. On ne sait pas les faire disparaître, et ce, pour des millions d'années. Pourtant, le pouvoir voudrait qu'indépendamment de notre position vis-à-vis du nucléaire, chacune reconnaisse la nécessité de gérer les déchets, sous prétexte de protéger les générations futures. Mais depuis quand l'industrie nucléaire serait humaniste? Si l'État et l'industrie nucléaire étaient honnêtes avec ces arguments, ils arrêteraient d'en produire de manière complètement schizophrénique. Ça nous éviterait toujours de vivre avec les risques liés à l'existence des centrales, comme au transport de matières radioactives. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peine la moitié des déchets qu'ils prévoient d'enfuir ne sont pas encore produits. Les stockages actuels sont pleins. Il s'agit maintenant de cacher les déchets gênants. Faire de la place aux futurs déchets de l'industrie nucléaire. Brandir une solution au plus vite, afin de légitimer la poursuite du programme électronucléaire. Autrement dit, de perpétuer la catastrophe. L'État et l'industrie nucléaire nous proposent des solutions. Nous savons que nous ne pouvons pas avoir confiance en eux. Ce qui est certain, c'est que même enterré, la catastrophe sera toujours là. On n'a jamais demandé à gérer les déchets nucléaires. Et nous ne voulons pas débattre. Ni arbitrer. Ni même proposer des solutions techniques comme de braves cogestionnaires. Tant que la production nucléaire continue. Au-delà de bousiller une région entière, l'enfouissement vise à pérenniser la filière électronucléaire partout. Et ainsi, assurer de beaux jours à la puissance d'État, au capitalisme, à la croissance, avec l'extension du marché européen de l'électricité et des innovations industrielles du tout électrique. Des voitures électriques aux objets interconnectés, aux réseaux intelligents, compteurs Linky. Tout ce beau monde qui nous promet la gestion et l'aménagement de notre cadre de vie. Voilà pourquoi nous nous opposons à l'enfouissement, à Bure comme ailleurs. Monsieur Pancher est demandé.
Monsieur le député de la Meuse est demandé. Ce que nous vivons ensemble est une aventure exceptionnelle à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. Ce que nous réalisons ici en Haute-Marne et en Meuse est une expérience exceptionnelle qui conditionne le succès de la filière à ce jour la plus pertinente de création d'énergie, qui est la filière électronucléaire. Il y a peu de territoires qui ont cette chance peut devenir un succès si nous continuons cet esprit d'engagement, de responsabilité, de dialogue et de partage. Bonjour et bienvenue au centre de Meuse-Haute-Marne de l'Andra, sur le site de son laboratoire, pour une visite virtuelle. Dans quelques instants, vous allez découvrir les recherches. Attends, appel en cours. C'est comme ça. C'est quand même iPhone qui fait ça. Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît? iPhone. Romy, on sera sympa pour une fois. Donc ils ont prévu de s'installer en surface et à 500 mètres sous terre. Donc déjà ça par rapport aux annonces qu'ils avaient fait aux populations quand ils se sont installés, jamais ils parlaient d'installation en surface. Aujourd'hui on se retrouve avec 2 zones en surface qui couvriront à peu près 400 hectares. Donc pour installer un terminal ferroviaire donc, qui recevra 10 000 trains de 10 wagons, au minimum ce sera 2 par mois et au maximum ce sera 2 par semaine. Donc ça c'est des chiffres de l'Andra, c'est pas nous qui les inventons. Donc il fait 100 000 wagons Castor, les fameux wagons blancs qu'on voit souvent par rapport aux échauffourées qu'on voit à Gorleben par exemple en Allemagne. C'est-à-dire un site en Allemagne où ils prévoient aussi d'enfouir. On aura aussi un site de stockage en surface parce que ces déchets une fois arrivés à Bure ne pourront pas descendre directement dans le trou, il faudra les reconditionner etc. Donc ils seront stockés en surface. Ensuite une usine de préparation pour les mettre dans leur forme de stockage définitive. Ensuite, une descendrie qui descendra directement au souterrain. Après, on a une deuxième zone d'accès pour les gens qui travailleront dans le fond. Donc là, il y aura 2 puits pour les personnels et le matériel. Et 2 ventilations de 12,50 mètres de diamètre sur 500 mètres de profondeur qui recracheront tous les gaz radioactifs émis par les déchets. Donc on se retrouve au total avec 4 ou 5 installations nucléaires de base sur un périmètre de 10 km² quoi, à peine. Il faut dire que Bure sera la 3e zone la plus nucléarisée du monde. Après la Hague, la vallée du Rhône. C'est magnifique. Rassemble les frères pour faire sauter les Bilderberg. Cette fois on va pas se gourer d'adversaires. C'est clair, tout le monde sait qui doit payer pour cette de merde. Dans tout le pays l'atmosphère va tourner à l'enfer. Sur un champ de bataille, au micro contestataire, viens sonner l'alarme dans ce putain de décor, réveiller la misère. Les jeunes, les papis, tous ensemble ont pris le fer, réunis comme la dernière des grandes armées légendaires. Des compas qui luttent pour la liberté dans tout l'univers. Humanitaire est ma cause, donc c'est sévère que je crache mes vers. Guerrier au M6, exorcise la rage, la haine de ceux qui ont la hantise de leur putain de discours qui nous paralyse, hypnotise. Mais fais face à ceux qui ont la main mise. Guerrier au M6, exorcise la rage, la haine de ceux qui ont la hantise de leur putain de discours qui nous paralyse, hypnotise. Mais fais face à ceux qui ont la main mise. Y'a déjà eu trop d'injures, trop de gestes impurs, trop de pourriture faites à l'encontre de notre nature. Destruction, pollution et dépôt d'ordures. Les mange-morts se foutent de notre gueule et niquent notre futur. Tout pour l'expansion économique, les grandes envergures. Le peuple sature mais ils continuent leur procédure. Essai nucléaire et retombées radioactives. Les néotex s'activent pour nous pousser à la dérive. Ah, les guerriers sont là, pas à l'abri des coups bas, mais présents dans le combat. Ma guérilla, je l'amène au microphone. Et oui, écoute ça, international pour tous les soldats, pour tous les quartiers, tous les barrios.
affamé pour ma familia. No es la cosa, pour sortir de cette merde là, faut planter dans le gras. Guerrieros M6, exorcise la rage, la haine de ceux qui ont la hantise de leur putain de discours qui nous paralyse, hypnotise, mais fais face à ceux qui ont la main mise. Guerrieros M6, exorcise la rage, la haine de ceux qui ont la hantise de leur putain de discours qui nous paralyse, hypnotise, mais fais face à ceux qui ont la main mise. Mais le nucléaire, c'est le prestige de la France. Ah ouais. C'est le prestige. Ouais, c'est le prestige. Hein? Alors, tout le paysage va être complètement transformé quand ils verront des montagnes de cailloux, des montagnes de ceci, etc. Puisque, paraît-il, ce qui va se faire, c'est plus que sous le tunnel de la Manche. Il va sortir plus de choses que sous le tunnel de la Manche. Hein? Alors donc, on ne vient pas nous raconter n'importe quoi. Puis attention, hein, les camions nucléaires qui vont passer par là, quand ils les verront passer, hein, puis les routes et tout, et à ce moment-là, ils ouvriront les yeux. Hein. Trop tard. Non, mais... C'est que des mots tout le temps. C'est comme quand ils disent il n'y aura pas de problème pendant 100 000 ans. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une posture scientifique. Hein. Ouais. Faire de la prédiction comme ça. Alors, ils font des modélisations sur ordinateur. Et puis après, avec des données systématiquement, enfin des interprétations systématiquement optimistes, et après, ils ont des déclarations de l'ordre de la, je veux dire, de l'incantation, quoi. Hein. C'est les grands prêtres. Hein. Non, mais on est là-dedans quand même. Donc, le nucléaire, c'est quand même ça. C'est, on minimise, on a un dogme, hein, tout va bien. Les accidents. Au Nouveau-Texas, dans lequel on a trouvé, en faisant des recherches la semaine dernière, qu'Areva a mis des billes, parce que Areva fait partie du consortium qui gère le WIP. Il y a eu un incendie, 2 mois après, personne n'est encore redescendu dedans. Et aujourd'hui, donc ça s'est passé le 4 février, le 14 février, émission de radioactivité. 13 bonhommes, on les a informés beaucoup plus tard qu'ils avaient été contaminés. C'est un site qui était présenté comme un site pilote, dont tout le monde était content, dont Areva et tout le monde dit, quand il y a des visites à faire sur des sites d'enfouissement, on les envoie au WIP. Des gens d'ici, du CLIS de Bure, ils sont allés en 2011, ils sont revenus, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est bien géré et tout. Mais on a beau prévoir le meilleur truc du monde, un camion qui flambe et de l'hydrogène qui s'échappe ou je sais pas quoi, moi, un PET, et ben après on ne maîtrise plus rien. Aujourd'hui, on ne maîtrise rien. La presse en France ne dit rien du tout là-dessus, ni dans le monde quasiment. Et c'est quand même très très grave, parce que ce qu'on nous prépare, là, c'est 10 fois pire, quoi, parce qu'il y aura une radioactivité et des déchets autrement plus dangereux que les déchets qu'on a été fourrés au Nouveau-Texas. Bah, c'est drôle, parce que l'ANDRA, pour le débat public, dans son dossier, avait dit CIGEO, pas d'impact radiologique avant 100 000 ans. Bah, le WIP avait dit pas de problème avant 100 000 ans. Donc c'est raté. 15 ans après, bim, allez à dégager. Parce que finalement, tout ce projet, et même les autres projets, n'arrive pas à cacher quand même une certaine incohérence ou incompétence aussi et stratégie de manipulation de la part d'Andra. Et les gens, ils sont quand même pas dupes, même s'ils sont achetés, ils sont quand même pas dupes à ce point-là, de ne pas se sentir des fois trahis quand ils s'aperçoivent que tout d'un coup sur les plans, ou sur les schémas qu'on leur Andra présente, il y a 2 grands trous avec désignation comme puits de ventilation. Ils apprennent donc qu'il y a des gaz qui doivent être évacués, sinon il y a risque d'explosion. Et quand ils demandent mais la radioactivité, on nous a raconté qu'on l'enfermait dans les bas-fonds à 500 mètres de profondeur, on n'aura pas à se craindre de la radioactivité. Et maintenant vous allez ventiler. Donc les gens, ils sont de moins en moins dupes et Andra a quand même beaucoup de plus en plus de difficultés, même pendant la porte ouverte, de faire passer une grande partie des incohérences et des mensonges.
Eh bien, on était là à discuter, au mois de février, puis moi je dis, il n'y a qu'un tremblement de terre qui pourra résoudre le problème. Et dans la nuit, il y a eu le tremblement de terre à Rambervillers. Ici, là? Ah, Rambervillers, oui, ça a secoué. Hein. C'est à combien de kilomètres d'ici? Rambervillers, voyons voir, chez Épinal, en tout cas 70 km. C'est moi qui ai dit qu'il y avait un tremblement de terre. C'est moi qui ai dit. Oui, c'est toi qui l'as dit. Oh, ils auront des emmerdes, hein, ça c'est clair. On y croit, le sol, ça bouge tout le temps. Totalement oxydé. L'eau va alors entrer en contact avec le verre et commencer à son des plus dangereux. D'autres vont lentement diffuser dans la roche, comme le thé diffuse dans l'eau. Donc la gestion des déchets en France, c'est quand même une question qui se pose depuis les années 80. Donc très vite, la première idée de l'industrie, c'était d'enfouir le plus profondément possible ces déchets, en fait, s'en débarrasser, les cacher, on ne veut plus les voir, ils sont dangereux. Donc les enfouir. Donc ils sont partis un petit peu comme ça, un peu partout en France, à la recherche de sites pouvant accueillir ces déchets. Partout où ils sont passés, ils se sont fait virer. Mais vraiment partout, ça a parfois été violent, comme en Mayenne par exemple. Ils n'ont pas réussi à s'implanter. Donc du coup, il y a eu un moratoire Rocard. Ils ont réessayé de se réimplanter à droite à gauche. Ils avaient sélectionné 4 sites dans les Deux-Sèvres, en Ille-et-Vilaine, enfin voilà, vraiment dans toutes les régions de France. Et donc pareil, des refus des populations, etc. De la presse locale dans le Maine-et-Loire, il est indiqué qu'il y a une poubelle nucléaire qui va s'installer. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et nous, quand on arrive le lendemain et les jours suivants, on explique que ça va être. Ils disent, mais, non, mais ça va pas. Vous y pensez pas. C'est impossible. Ils prennent peur tout de suite pour leur économie locale. Ils prennent peur parce qu'on leur dit qu'on va mettre des déchets en profondeur dans leur sol. On commence à faire un petit peu de prospection géophysique, mais immédiatement, les paysans viennent et nous empêchent de faire. Ils ont des CBI et ils se réunissent tout de suite à 20, 30, 50, 100 personnes qui empêchent les techniciens de travailler. Donc, comme on n'y arrive pas, et là on est dans les premières semaines d'arrivée sur place, hein, eh bien on fait de la géophysique par hélicoptère. On survole la campagne en hélicoptère, ça les énerve énormément. Les hélicoptères doivent se poser pour ravitailler, nos bureaux sont saccagés. Nous devons, pendant des centaines d'années, mener des exploitations industrielles. Nous devrons, pendant des centaines d'années, les surveiller. Ça nécessite que nous soyons en symbiose, en harmonie avec un territoire, celui qui nous a accueillis le premier jour. Ça mérite que l'on acquiert la confiance des populations. Il faut vivre les portes ouvertes, il faut être transparent, il faut informer, il faut savoir expliquer ce que l'on fait, dire ses difficultés, dire ses défis. Je crois, c'est la clé de la culture de l'Andra demain, pour remplir ses missions au mieux de l'intérêt général. Donc du coup, ils ont mis un stop, ils ont créé la loi Bataille pour la gestion des déchets radioactifs. Et donc là, changement de stratégie, on passe par un laboratoire. C'est-à-dire qu'on installe un laboratoire de recherche qui prépare l'enfouissement des déchets nucléaires. Bon, bah alors ça fait une vingtaine d'années qu'on résiste, puisque ce projet a été lancé en 1993. On a été l'un des 3 départements qui avaient été choisis par le gouvernement de l'époque pour recevoir ce qu'ils appellent toujours d'ailleurs le laboratoire, destiné à étudier la possibilité d'enfouir, nous disait-il. En fait, bien sûr, on savait ce qu'il y avait derrière, puisque juste avant de proposer un laboratoire, ailleurs, ils proposaient directement un centre d'enfouissement. Et s'étant vu refoulé d'un peu partout, ils ont changé leur stratégie de communication. Et ils ont dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste une étude. Sauf que si on lisait bien les petites lettres, on ne pouvait plus rien arrêter à partir du moment où on avait accepté le laboratoire.
Les 33 conseillers généraux de Meuse avaient voté à l'unanimité, moins une abstention je crois, pour l'acceptation d'un laboratoire d'enfouissement. Et leur credo, c'était un laboratoire de recherche géologique, parce que c'est comme ça que M. Bataille, donc le député qui était chargé de vendre le projet, leur avait vendu, et jamais de déchets nucléaires chez nous. C'est-à-dire on creuse, on regarde la roche, et puis... Alors en Meuse, il y a eu une résistance à l'implantation de l'Andra, sauf qu'ils ont bien choisi leur coin, ils ont choisi une région où on est 6 habitants au kilomètre carré. Donc pour exemple, Bure, il y a 80 habitants, Mandran-Barrois, un village juste à côté qui est concerné aussi, ils sont une centaine. Enfin, voilà, donc il y a très très peu de monde dans cette région. Donc même si tout le monde est dans la rue, forcément pour l'État, ça reste assez minime. Il faut savoir qu'il y a eu une pétition demandée par 45 000 Meusiens. Et au Marnais, en Meuse, il faut savoir qu'il y a 100 000 habitants à peu près, donc 45 000, c'est quand même quelque chose de notable, qui a été balayé du revers de la main par le Conseil général et les préfectures, etc., pour juste demander un référendum sur la possibilité d'un enfouissement à Bure, quoi. Au départ, il y a eu quand même de grosses luttes, on a fait des manifestations avec quelques milliers de personnes, ce qui pour des départements comme les nôtres, la Meuse et la Haute-Marne, où il y a 190 000 habitants, ça voulait dire quelque chose, quoi. Comme des braves, on participait aux manifs. Du coup, ça c'est devant la gare. Devant la gare de Bar-le-Duc. On est allé 2 fois ou 3 fois devant la gare de Bar-le-Duc. Puis il y a une manifestation qui était magnifique, ça a été à Bar-le-Duc. Là, on était au moins 5-6 000. C'est tout le monde, etc. Quand on s'est couché dans les rues, etc. Il y avait. Hein, tu te rappelles, Pierrette, hein? On a bloqué les trains, là, c'était impressionnant. Où il y a eu de la bagarre, là. Hein. Il y a le commissaire de police de Bar-le-Duc qui s'est fait tabasser. Hein, il s'est sauvé, il a eu une chose à faire, il s'est foutu le camp. Hein. Il y a des gens qui nous accueillaient bien, mais il y en a des autres, des espèces de vieilles mémères épouvantables, des vieux chevaux de retour, que nous engueulaient pour quand vous retardez, on n'arrivera pas à réparer, mais ici, quand il y aura le nucléaire, il passera comment votre train? Là, c'était un gros morceau. Hein. Hein, il y en a même qui viennent. Il y a un copain qui vient du Lot, il y avait de la Creuse, il y avait du Cantal, hein, il y avait de l'Aveyron, il y avait des Bretons. Du Gard. Quand ça restait 3 jours là, à manifester, ben, les Allemands étaient là avec leurs cantines, avec leurs camions, tout équipés. C'est quelque chose qui nous tombe sur la tête localement, mais qui est un problème national et qui est un problème historique, enfin, qui est alors national et européen. Et je dirais même mondial, puisque la France trouve moyen de vendre sa technologie à l'extérieur, alors qu'elle ne sait pas la maîtriser sur son territoire. Nous sommes des gens très sérieux, les scientifiques qui m'entouraient ce matin, et notamment la Commission nationale d'évaluation et son président, M. Tissot, comme tous ceux que nous allons consulter au cours des prochains mois et des prochaines années, sont là pour attester du caractère très fort et très rigoureux, très honnête des recherches scientifiques et technologiques, et du caractère très démocratique organisé par la loi dont M. Bataille est l'auteur. Et puis donc en 99, il y a ce décret qui est signé notamment par Dominique Voynet, verte, donc dans le gouvernement pluriel, qui disait que c'était à Bure que ça allait se faire, donc dans le sud meusien. La première loi prévoyait 3 laboratoires de recherche. Il n'y en a eu qu'un de créé, donc c'était illégal la suite. Mais c'est pas grave. Un décret gouvernemental en 98 a décidé que on changeait, qu'on gardait que Bure, puis qu'on ferait autre chose. Par exemple, une belle manif qu'on a fait avec les copains de la Confédération paysanne qui étaient venus, avec des bottes de paille et tout ce qu'il en était. Hein, et il y avait, c'était contre la Dominique Voynet. Puisque la Dominique Voynet, la première manifestation qu'on avait fait à Chaumont, la Dominique Voynet était là, hein, comme écolo, quoi. Elle avait promis que ça ne se ferait jamais, etc. On a même ce que ça veut dire. Ouais.
On est avec des balles de paille, puis il y avait le vent qui soufflait bien, quelque chose de merveilleux. Alors les balles de paille fumaient épouvantables, puis les flics étaient devant, ils m'ont bouffé, etc. Ils m'ont bouffé. Alors là, c'était envoyé, mais merveilleux. Et puis, à partir du moment où ça a été vraiment recentré sur Bure, c'est clair qu'au niveau national, la mobilisation, elle s'est petit à petit estompée. On a un peu tout essayé, on a fait X manifs au niveau local, régional, national. On a fait des recours juridiques qui étaient approuvés. Alors là, moi, je ne connais pas trop bien ce volet, mais en conseil d'État ou par le commissaire du gouvernement qui dit oui, c'est pas normal qu'on verse autant de pognon, alors qu'en 97, il y a encore aucun déchet. On ne sait même pas s'il va y avoir un laboratoire, on ne sait même pas. Et donc ça, je crois que c'est le Conseil d'État qui dit non, c'est tout à fait normal. Voilà, alors qu'on aurait pu gagner. Et en fait, on se trouve face à un rouleau compresseur, quoi. C'est une raison d'État. Et c'est là que c'est très très dur, quoi. Je pense qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la Meuse et pour la Haute-Marne, car le dossier que nous avions initié démontre qu'il était solide, que les arguments étaient excellents, et il porte en lui des espérances tout à fait significatives pour ce département qui en avait bien besoin. Par contre, les élus, eux, de nos conseils généraux, applaudissaient à tout rompre à ce projet qui, selon eux, allait redynamiser le secteur, allait créer de l'emploi, puis surtout on leur promettait de l'argent, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui a contribué à l'acceptabilité de ce projet de la part des autorités locales en tout cas. Puisque pour la première fois dans l'histoire des institutions françaises, c'est la première fois que ça arrive, on distribue de l'argent légalement avant même qu'il y ait le projet implanté et la nuisance avérée. Alors que donc, tout n'est pas officiellement décidé. Donc au départ on était à 5 millions de francs par an, c'est passé à 10 millions de francs en 99 quand il y a le décret pour arriver ici. Après on est passage à l'euro 20 millions d'euros, donc là jackpot. Et aujourd'hui on est à 30 et le président du conseil général est en train de nous négocier à 40 millions. Sachant que c'est une somme à multiplier par 2, puisque la Haute-Marne, qui est le département tout près là, qui était concerné au départ par les recherches, ils ont tellement bien fait qu'ils ont toujours eu le même pognon. Aucun projet ne peut se faire aujourd'hui sans qu'il y ait une partie des sous du GIP qui interviennent dedans. Alors tout, ça irrigue tout. Ça va des façades de mairie aux façades des particuliers jusqu'aux clubs de sport ou de pétanque. Ça va jusqu'aux... Les entreprises sont arrosées. Donc il fait partie de la vie des populations et des élus. Quand il y a besoin de sous pour faire quoi que ce soit, on se tourne vers le GIP, groupement d'intérêt public, qui est chargé de distribuer cet argent sale. Et puis petit à petit, ils implantent également des groupes liés au nucléaire, sournoisement, sans même le dire. Ici, il n'y a pas que ce site d'enfouissement, hein. C'est un coin où il y a plein d'autres choses, quoi, et qui concernent énormément le nucléaire. Ils se sont rendus compte, on s'est rendu compte nous il y a 1 an et demi, mais il y avait une entreprise qui s'était implantée de transport par exemple, et on a vu qu'il y avait des camions de déchets nucléaires, de matières radioactives qui transitaient par là. Et on s'est rendu compte aussi que si on regarde bien la carte de France, on se rend compte, et la carte de l'Europe, on se rend compte que Voies Vacances est pile poil au milieu des trajets actuels faits dans le nucléaire en Europe. Mais c'est juste un exemple, et il y en a tant d'autres juste dans le coin qui se trouvent à 1 heure d'ici, quoi, à 60 km, pas plus. Et après, par exemple, à côté de Lignan-Barrois, il y a un site à la base, c'était un site EDF qui servait à faire du stockage de pièces neuves pour centrales. Du coup ça c'est à 25 km d'ici. Après il y a les archives d'EDF qui sont installées à côté du laboratoire. Tu as les archives d'Areva qui sont installées à 8 km d'ici. Donc en fait c'est EDF, Areva, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Saint-Diaz, le CEA. Des fonds du GIP, donc que eux-mêmes abondent, hein, parce que le fonds du GIP c'est alimenté par les producteurs de déchets.
Et donc, en fait, ils repiquent une partie du pognon pour installer leur structure. Il y a des usines, des petits sous-traitants liés avec le nucléaire qui s'implantent à Commercy, dans une zone un peu désertée économiquement, où il y a des problèmes d'emploi. Ils s'installent un peu partout. Il y a l'Andra qui achète des réserves foncières. Ils ont acheté plus de 2000 hectares de réserves foncières, dont des centaines d'hectares de forêt tout partout pour constituer une monnaie d'échange. Donc il y a toute cette toile qui est tissée, tous les gens qui s'habituent à ce que le tissu industriel et agroalimentaire local soit remplacé progressivement par des choses du nucléaire. Ça fait partie de notre combat et peut-être aussi, d'un côté c'est plus difficile, mais d'un autre côté c'est aussi des motifs supplémentaires, peut-être, on l'espère en tout cas, de rejet de la part de la population, qui se voit d'une certaine façon colonisée, nucléarisée petit à petit. Donc là encore, ils font leur travail, quoi, ils déroulent, mais nous, ça pour nous c'est des causes de colère et de rejet supplémentaires. Et voilà, donc là encore c'est pas perdu, c'est pas parce que tout ça se met en place qu'on va perdre, peut-être pas, au contraire. Voilà. Je pense que là, on a su, nous, expliquer à la population locale ce qui se passait réellement. C'est-à-dire qu'en plus de nous avoir imposé ce projet sournoisement, et puis à coups de millions d'accompagnement d'argent sale pour accompagner le projet, en plus de ça, plus de nous prendre finalement pour des imbéciles, là, on faisait semblant de nous demander notre avis. C'est-à-dire participer à un débat alors que tout est déjà décidé, que le projet est sur les rails. D'ailleurs, pendant le temps du débat public, l'ANDRA, l'agence qui gère les déchets radioactifs et qui enfouit à Bure, l'ANDRA passait des marchés publics alors même que théoriquement on était en train de discuter du devenir de ce projet. Donc le débat de 2013, on s'est préparé quasiment assez vite, 2011, 2012, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. On a essayé de rassembler des associations. Alors il y a des associations qui ont dit on veut participer, et nous on a fonctionné en 6 associations locales, qu'on appelle la coordination Bure-Stop, et on a fait un appel et on a 45 associations et organisations nationales qui nous ont rejoints. Non, vous ne me convaincrez pas. Sachez que je suis content d'avoir eu un petit contact avec vous. Maintenant, je serais très content si vous refusiez de rentrer et si vous annuliez que le débat est annulé parce qu'il est bidon. N'attendez pas ça de moi. C'est dommage, monsieur. J'ai programmé un débat, je le fais. Mais alors, il y avait une pub pendant un moment qui disait qu'il y avait que les imbéciles qui ne changeaient pas d'avis. Donc, j'aimerais bien que vous changiez d'avis et que vous renonciez à animer ce débat en disant qu'il est trompé. Vous laissez la suite. On marche. En se mettant comme ça, oui. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à rejoindre votre place. Elles arrivent. Il est 7h moins 1. On commence à 7h, on termine à 10h. C'est un engagement qu'on prend. Je vais donc, pour commencer, passer la parole à M. Antoine, maire de Bure, qui nous accueille dans sa salle municipale. Monsieur le Président de la Commission nationale, ainsi que les membres de la Commission particulière, Monsieur le représentant de l'ANDRA, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir au nom de la municipalité de Bure. La réunion inaugurale a lieu ce soir à Bure, la première des 14. Je souhaite que chacun puisse s'exprimer librement sur le sujet, que le débat soit riche et calme. Bon débat à tous. Voilà. Merci, M. Antoine.
Et merci aussi pour l'aide que vous avez apportée pour organiser cette soirée. Il y a non seulement ce soir des personnes de la commune de Bure et des communes avoisinantes, mais il y a aussi de nombreux journalistes, dont certains venus de Paris, tant le sujet est intéressant. Et donc, il y a de nombreuses personnalités que je ne saluerai pas toutes parce que je ne pourrais pas le faire. Donc ça veut dire que nous sommes un tout petit peu à l'étroit. Alors je signale aux gens qui ne voudraient pas passer toute la soirée debout qu'il existe une petite salle à côté où il y a une retransmission. Pourquoi on s'est mobilisé? C'est parce qu'on avait déjà subi un premier débat public en 2005, préalable à la loi de 2006 sur la gestion des déchets nucléaires, qui nous a bien bétonné Bure, hein, parce que voilà. Et donc le premier débat public en 2005, on a commencé les collectifs à se dire, et même on fonctionnait à l'époque en coordination nationale, on s'est dit bon, on va aller voir ce qui se passe, on va peut-être nous interroger, on va peut-être pouvoir avoir prise sur les événements, débat public, voilà. Et on s'est vite rendu compte que le débat public, c'était pas du tout pour dire est-ce qu'il est bon d'enfouir ou non, mais c'était plus une campagne d'information sur l'enfouissement. Voilà. Les conclusions, c'était la majeure partie des gens, enfin du peu de public qui au niveau, parce que c'est un débat public national qui a été concerné et qui quelque part a donné son avis, c'était les gens ne veulent pas qu'on enfouisse, les gens veulent qu'on continue à donner des moyens aux recherches pour le maintien des déchets en surface. Pourquoi? Parce que ça fait moins peur, parce qu'on se dit que ça permet de les reconditionner le jour où ça fouille. Et puis l'enfouissement, il y a des tas de plus en plus de pistes aujourd'hui qui nous disent que, enfin, qui nous confortent dans l'idée que c'est dangereux. Pour nous qui avions cru finalement à la démocratie participative, hein, on avait cru que bon, puisqu'on nous demandait notre avis, peut-être que on en tiendrait compte. On n'en était pas complètement sûr, mais là on en est certain. De toute façon, ça ne fonctionne pas, en tout cas dans le domaine du nucléaire. Et donc, lorsque le débat de 2013 est arrivé, on a dit, si c'est pour repartir comme en 2005, on n'est pas d'accord. Et donc, on a décidé, mais on n'était pas complètement tous sur cette longueur d'onde. Il y a des gens qui ont préféré participer au débat public, mais une majorité de gens a quand même décidé de boycotter le débat. Et boycotter le débat pour nous, c'était le boycotter de manière active. C'était donc de faire que ça soit un moment d'échange, un moment pour l'action. Et puis, on était bien décidé à dire CIGEO, on n'en veut pas, et CIGEO, dégage, quoi. Hein, c'était clair et net, le mot d'ordre, c'était ça. Alors, vous venez aujourd'hui nous dire vous avez la parole, mais on n'a pas la parole. C'est un mensonge, on n'a pas la parole. On l'a pas, on a la parole, on peut dire ce qu'on veut, mais on n'a pas le pouvoir de décision. Nous, on veut avoir le pouvoir de décision. Et c'est pas vous qui pouvez nous l'accorder. Vous pouvez faire croire qu'on nous l'accorde et désamorcer la contestation. C'est votre rôle, à vous, la commission du débat public. Partez! Donc, la première séance qui a eu lieu à Bure et puis ensuite la seconde à Bar-le-Duc, puisqu'entre-temps, il n'y en avait pas eu d'autres, ont été copieusement chahutées. Et à Paris, on veut viser le sud du département. Si vous aviez dit tout ça tranquillement... Maintenant c'est fini, c'est la révolte, c'est la révolte. Ça fait 20 ans qu'on est tranquille, qu'on dit les choses, qu'on noircit les cahiers d'acteurs, qu'on donne des arguments. 20 ans qu'on essaye de le faire, personne ne nous entend, on nous méprise. Et puis aujourd'hui on voudrait nous faire croire qu'on nous donne la parole alors que le projet est déjà décidé. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? On prend les gens, on prend les citoyens, pas seulement les Meusiens, l'ensemble de la population française pour des imbéciles. Les commissions du débat public sont de la démocratie, causent toujours. C'est tronqué, c'est absolument faux. Non, on ne les laissera pas parler. Si. Non, parce que c'est une honte. Ces gens-là viennent nous tromper. On les a trop déjà laissé parler. Ça fait trop longtemps qu'on vous laisse parler. Ça fait trop longtemps qu'on laisse la parole à des gens qui décident pour nous. On en a marre, on veut décider tout seul. Voilà. Et moi j'appelle les élus meusiens et haut-marnais à se révolter. Il y en a marre. Il y en a marre.
dès le départ, pendant que M. Bernet, donc président, et les gens, son petit staff, expliquaient ce que c'était que le débat et les trucs. Et donc ça n'a pas pu se tenir aussi. Voilà. Et donc suite à ça, il a jeté l'éponge, il a dit c'est quoi ce pays? On arrête tout et on trouve d'autres solutions. Alors il a dû se dire, on va faire ça en loose day, c'est-à-dire que sans que les gens soient prévenus, on va les voir dans les petites communes, on va les voir au plus près. Donc il a fait 2 réunions dans des petites communes dans laquelle il n'avait quasiment pas communiqué, donc il n'y avait quasiment personne, hormis le maire et puis un conseiller municipal. Et il y avait aussi des gens de chez nous qui étaient devant, qui diffusaient de l'info. Et puis il a dû se dire aussi, brave monsieur Bernet, c'est bon, c'est pas ça qui fonctionne. Donc le débat s'est transformé en 8 réunions par internet. C'est-à-dire des 8 réunions de 2 heures, soi-disant contradictoires, virtuelles par internet. Voilà. Séance d'un quart d'heure. Pour le fric, que pour le fric. La commission du débat public s'est rendu compte qu'on n'allait pas lâcher de sitôt, qu'on était déterminés, de toute façon on l'est plus que jamais, donc c'était clair et net. Et on était bien décidé à ne pas laisser ce débat se dérouler, un peu comme d'autres débats ont été boycottés, comme celui sur les nanotechnologies, etc. On arrive aussi à gérer, à maintenir une organisation en procédant par des moyens différents de décider, de vivre ensemble, de se concerter. Et il y a aussi le contact avec les autres luttes contre des projets inutiles et imposés. Ces contacts se sont intensifiés, on a des contacts avec beaucoup d'autres luttes d'une manière assez intensive. Convergence des pratiques, des luttes. Pur 365. On est capable aujourd'hui de diffuser localement, nationalement et internationalement toutes les idées de la résistance contre la poubelle nucléaire. Donc on va pas s'en priver. Mais là tout de suite, donc la radio, dans 1 minute ça va démarrer. Donc une radio pirate parce que Bure est venu nous pirater notre lieu de vie. L'Andra est venu nous polluer, détruire toute cette terre qui est nôtre. Alors nous, on a le droit d'utiliser des méthodes comme ça. Une radio pirate pour diffuser partout, ici, en local, mais dans le monde entier, la lutte contre ce sinistre projet. On va s'y mettre tous ensemble et c'est maintenant. Ça commence aujourd'hui, Bure 365. Allez, on y va. CIGEO, Bure. La mobilisation s'étend avec la campagne d'action Bure 365. Notre colère est plus grande que jamais. Ce ne sont pas les 2 années supplémentaires de délai administratif annoncés par l'ANDRA qui vont nous calmer. Plus le temps passe, plus les échéances vers la demande d'autorisation de création se rapprochent. Avec ou sans phase expérimentale, pour l'ANDRA,
2025 devrait toujours voir arriver les premiers colis de déchets. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne le laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas faire. Depuis août 2013, au dernier petit festival contre la grande poubelle nucléaire, s'est mise en place en Assemblée Grand Est dans l'objectif de renforcer la mobilisation locale, mais aussi de l'élargir en France et chez nos voisins européens. Nous sommes gonflés à bloc, car les dernières actions de boycott du débat public nous ont prouvé que la mobilisation pouvait faire vaciller le projet. Après plusieurs années, jour après jour, le projet d'enfouissement en grande profondeur des déchets radioactifs, maintenant appelé CIGEO, accumule les questions sans réponse. C'est le projet le plus opaque, le plus risqué et le moins crédible du siècle. Bure n'est pas un problème meusien ou haut-marnais. Il nous concerne tous aux quatre coins du pays, en Europe et au-delà. Aujourd'hui, 1er juin, nous, réunis à Bure, lançons un appel à la mobilisation générale partout en France et en Europe. Bure 365, appel à action. Suite à plusieurs réunions de l'Assemblée antinucléaire Grand Est, nous proposons de mener une campagne d'action intitulée Bure 365. Bure 365. Bure 365. Les objectifs principaux sont de faire connaître la lutte contre l'enfouissement des déchets radioactifs. Le projet CIGEO. Le nucléaire et son monde et d'étendre cette lutte au niveau national et international. L'enfouissement est présenté comme la solution au problème des déchets. Alors qu'il ne vise qu'au renouvellement du parc nucléaire français, ainsi qu'à l'exportation de ce modèle sur le marché mondial de la pseudo-gestion des déchets nucléaires. L'enfouissement, par son irréversibilité, c'est confisquer toute possibilité à la communauté humaine de demain de se saisir de ce problème. Nous ne voulons pas proposer d'alternative à l'enfouissement tant que la production des déchets n'est pas stoppée définitivement. Proposer une alternative reviendrait à travailler bénévolement pour les nucléocrates. Il n'en est évidemment pas question. Nous savons qu'il n'existe actuellement aucune solution pour gérer les déchets nucléaires. Qui peut prétendre pouvoir gérer des déchets dont les radiations sont mortelles pour une durée égale à 10 fois l'histoire de l'humanité? La seule perspective souhaitable est l'arrêt du nucléaire. Et donc la production de déchets. Empêcher la réalisation du projet CIGEO, c'est empêcher l'État de gérer le problème des déchets radioactifs qui s'accumulent tous les jours, dans les cadres qui sont légalisés. Bloquer CIGEO, c'est désamorcer la machine atomique et forcer l'arrêt du nucléaire en France. Notre objectif est que, partout, des groupes s'emparent de cet appel. L'idée est d'agir de manière décentralisée. Dans des espaces inattendus. Avec notre propre calendrier, là où leurs règles du jeu n'existent plus. Moi, ce que je trouve le plus dur à vivre actuellement, c'est que on s'aperçoit que lorsqu'un territoire, pour quelque raison que ce soit, n'a pas été suffisamment, suffisamment fort, parce qu'il n'en avait peut-être pas suffisamment les moyens, face aussi au projet qui est devant nous, puisque c'est bien un projet national avec une volonté politique d'imposer l'enfouissement des déchets radioactifs pour dire qu'on a trouvé une solution donc à la poursuite du programme nucléaire. Il faut bien se rendre compte qu'en face, on n'est pas grand-chose. Et quand on dit on n'est pas grand-chose, on n'a pas grand-chose non plus. Mais on a au moins un territoire sur lequel on vit et un territoire sur lequel on est bien décidé à rester. Là, si on ne trouve pas les moyens de, très concrètement, empêcher sa réalisation, on en prend pour l'éternité. On n'a pas d'autre choix que d'être très, très fort et très déterminé contre le projet, là, dans les mois et dans les années qui viennent. Monsieur le Président, les moyens techniques requis sont largement à la portée de n'importe quelle puissance nucléaire. Il suffit qu'elle ait la volonté de le faire. Étant donné que la décision est prise par un procédé cybernétique irréversible, excluant toute intervention humaine, la machine infernale est terrifiante. Anonyme. Air énergivore,
centrale atomique. Post-guerre, froid, déchets radioactifs, des becquerels, catastrophes rétroactives, des malformations, des cancers de la thyroïde. Sur un plateau, je te sers de la DHT, des radiations, enfouissement des déchets, des décrets, des procédés mutilés. Areva, protégé par les casquets. Et quand vient une disjonctée, des liquidateurs qu'ils ont liquidés, des millions de sujets irradiés. Et dans leur JT, pas de danger, nos veines transpercées, du Roger, nos ailes des chairs survoltées. Mon rire rayonne, j'ai la vue fluorescente, vision de ténèbres, nos cœurs en sang, en vue des catastrophes qui sont récentes, des Fukushima, 3 Miles Island, des Tchernobyl, des nuages de cendres, énergie civile, sûreté incandescente, complexe militaire pour ITER, ils réitèrent des projets génocidaires, ils déclenchent des guerres pour l'uranium qu'ils pillèrent. On soutient des luttes minoritaires, comme un chef-frein à pur. On enterre les débats publics, sabotage réfractaire, diversité statique contre le nucléaire. C'est extravagant. Comment est-ce que ça peut fonctionner automatiquement? Eh bien, c'est une simplicité parfaitement infantile. Elles sont connectées à une gigantesque complexe d'ordinateurs. Alors, un ensemble de conditions définies et de circonstances précises est programmé et stocké dans une mémoire électronique. RTE dégage du bocal. Arrêt chier, tu pues du nuque, ni à Bure, ni ailleurs, va te faire enfouir. On est des dérailleurs, Un enfer vert, renouvelable et nucléaire. Une égalité entre centralisation et autoroute à très haute tension. Se couper du réseau comme objectif clair. S'occuper de débrancher nos ennemis. L'autonomie énergétique en court-circuit. Avec notre dépendance qui irradie. Et qui ira dire que Linky c'est l'avenir. Jean-Marc sous zéro a passé commande. Nos libertés pucées comme offrande. Le photovoltaïque et l'éolien qui justifie la construction de l'internet de l'énergie. Un réseau d'énergie intelligent. Adapter les flux à la conso c'est tigeant. Variation des prix en temps réel. Croissance des firmes en tête promotionnelle. C'est automatique, monde cybernétique. Correction plastique, connexion pratique. Énergie quantique, contrainte sémantique. Spécifique technique, cyber romantique. Contrainte éthique, tout synthétique. Réseau domotique, omniscientifique. Objet communique, nuage magnétique. Électronique, facteur de perturbation. Conscient du transhumanisme, de la réalité qui se numérise, se mémorise et se trace pour la sécurité du futur. Le code source sous forme d'ADN. Et on me demande d'être positif, comme si je ne l'étais pas déjà. Comme si nous ne l'étions pas déjà. La probable possibilité de brûler tout ça. Ça se taille un voleur.
Le président de la commission particulière vient de partir, c'est ça? Ouais, bah oui, voilà. Il s'est barré, tout s'est barré. Pas par la route, par un petit chemin. Par le petit chemin à travers les champs, là. Avec tout le monde qui court derrière. C'est trop beau, ça. C'est trop beau. C'est très sympa. Premier débat public, le président fout le camp. Victoire, voilà, ouais, les gars, ils sont très... Bah oui, tant mieux. C'est tant mieux, c'est naturel. Digne d'humanité, vive le monde. Messieurs, dames, au revoir, merci beaucoup pour votre patience. Votre nom restera à côté des flux de déchets pendant quelques millions d'années.